Bon mercredi, bienvenue à la conférence midi de l'Institut d'éthique appliquée. Donc, aujourd'hui, dans le fond, attendez, je vais la mettre, ça continue de rentrer. Donc, aujourd'hui, on a la chance, en fait, d'avoir Sylvain Auclair avec nous, dans le fond, qui vient, excusez, il y a plein de monde qui rentre en même temps. OK, c'est bon. Donc, je recommence. Donc, aujourd'hui, dans le fond, on a la chance d'avoir Sylvain Auclair avec nous. Dans le fond, Sylvain est conférencier boursier là, de troisième cycle de l'Institut d'éthique appliquée là, pour l'année 2019-2020, donc l'année dernière. Il est doctorant en philosophie. Il est aussi professeur de philosophie au Cégep de Sainte-Foy. Il siège sur plusieurs comités d'éthique de la recherche. Il a conçu aussi le cours avec Jocelyn McClure, le cours à distance Enjeux philosophiques et éthiques de l'intelligence artificielle, présentement offert là, à l'Université Laval, cours que je conseille fortement, honnêtement. Il est aussi, dans le fond, collaborateur pour un projet en intelligence artificielle et polypharmacie avec la chercheure Caroline Sirois de la Faculté de pharmacie. Et c'est un membre étudiant collégial de l'Observatoire là, sur les enjeux internationaux et philosophiques, dans le fond, de l'intelligence artificielle, qui est observatoire là, sous la direction de Lise Langlois. Et dans le fond, avant de faire commencer Sylvain avec sa conférence, juste pour vous dire que le support visuel d'aujourd'hui vous sera transmis là, dans le courant de la semaine là, par courriel. Donc, vous allez pouvoir avoir accès, mais je vais vous l'envoyer par courriel, là, que ce soit cette semaine ou en début de semaine prochaine, là, selon la disponibilité. Donc, sur ce, Sylvain, je te passe la parole. Très bien, merci beaucoup, Sandra. Donc, le son est bon. Tu me confirmes, Sandra, que ça va? Très bien. Moi, ça va bien. Alors, parfait. Je vais partager mon écran, puis on va débuter. Tu me confirmeras si ça fonctionne bien. Donc, est-ce qu'on voit le diaporama? Oui, on voit le diaporama, tout est beau. S'il y a quoi que ce soit, dans le fond, vous pouvez l'écrire là, dans le chat. On me confirme aussi là, par les participants que tout est beau, on voit bien, on entend bien. Très bien. Alors, je dirais d'entrée de jeu que c'est pour moi un honneur et un plaisir d'être présent aujourd'hui. J'ai le privilège d'être étudiant boursier de l'IDEA. C'est à ce titre que j'ai été invité aujourd'hui à vous présenter l'objet de mes recherches au doctorat. C'est pour moi spécial de présenter une conférence à l'IDEA puisque j'ai été auxiliaire de recherche lors de la fondation, la création de l'IDEA. Ça fait longtemps, c'était en 2002 avec Luc Bégin et Bernard Keating à l'époque. Une conférence sur l'IA prononcée en 2018 par le professeur Jocelyn McClure a été pour moi un élément déclencheur quant à mes études au doctorat. Cette conférence m'a révélé la pertinence et l'importance d'une réflexion philosophique critique sur les enjeux éthiques de l'IA. J'ai donc pris congé de mon enseignement de philosophie au collégial et me voici étudiant au doctorat. J'en suis à ma deuxième année d'études. Le sujet en lien avec l'IA qui m'a spécialement interpellé est le droit à la vie privée. Dans cette conférence, je souhaite expliquer pourquoi et comment la protection du droit à la vie privée devrait, du moins en partie, être repensée pour l'adapter au monde des données qui est le nôtre et en raison de l'utilisation technologique liée aux outils de l'IA. Afin de mieux cerner les caractéristiques du droit à la vie privée actuel, débutons par souligner quelques éléments clés de son évolution historique. Plusieurs des éléments mentionnés sont tirés de l'ouvrage de Karim Benyekleff et de Pierre-Luc Desziel. Le concept de droit privé a des racines historiques anciennes, ainsi qu'en témoignent Philippe Ariès et Georges Duby dans leur magistrale Histoire de la vie privée. Ce concept se retrouverait dans la distinction faite chez les anciens Grecs et Romains entre la sphère publique, celle de l'activité politique, et la sphère privée, celle associée à la vie familiale et domestique. L'analyse réalisée par Hannah Arendt dans son livre Conditions de l'homme moderne, de la distinction entre le domaine privé oikos et le domaine public polis, apporte un éclairage sur la vision des anciens de la vie privée. Je cite ici Hannah Arendt. La distinction entre la vie privée et la vie publique correspond au domaine familial et politique, entités distinctes, séparées au moins depuis l'avènement de la cité antique. Le trait distinctif du domaine familial était que les humains y vivaient ensemble à cause des nécessités et des besoins qui les poussaient. Le domaine de la police, au contraire, était celui de la liberté,
Il y avait un rapport entre les deux domaines. Il allait de soi que la famille devait assumer les nécessités de la vie comme condition de la liberté de la police. Ainsi que le présente Arendt, le domaine privé est considéré comme un domaine où l'être humain est littéralement privé de ce qu'il peut espérer dans l'espace public, soit principalement la liberté, l'exercice des facultés humaines les plus hautes, la participation aux affaires politiques et au bien commun. D'ailleurs, en latin, privatus signifie séparé de, dépourvu de. Le domaine privé est ainsi distingué du domaine public, mais ce dernier est davantage valorisé. Les historiens Ariès et Duby expliquent que la vie privée au Moyen Âge s'est progressivement définie et démarquée de la sphère publique sur le plan matériel. Le domaine privé, qui demeure toujours celui de la famille et de la maison, est maintenant protégé des autres personnes et du pouvoir de l'État. Et je cite là, les historiens Ariès et Duby. Cependant, le signe majeur de l'appropriation de la privacy n'était pas la bannière, mais la barrière, la clôture, la haie, un signe de très haute valeur juridique dont il est souvent question dans les règlements qui régissaient la vie sociale. D'ailleurs, une décision de common law anglaise rendue en 1604 cristallise les premiers moments de la protection juridique de la vie privée au Moyen Âge. La formule de cette décision du juge Cook est devenue célèbre, que la maison de chacun est pour lui comme son château et sa forteresse. Le domaine privé est une forteresse où on entre avec autorisation ou encore on n'entre pas sans autorisation. C'est un lieu protégé non seulement par les barrières physiques, mais aussi maintenant par le droit. Ainsi, la vie privée de l'individu et de sa famille acquiert de l'importance et mérite d'être protégée des intrusions extérieures. À l'époque moderne, c'est principalement la réaction à l'autorité publique qui définit les limites de la sphère privée. Donc, je cite une fois de plus là, les historiens Ariès et Duby. C'est donc la progressive construction de l'État moderne, pas toujours absolutiste, mais partout administratif et bureaucratique, qui apparaît comme une condition nécessaire pour que puisse être défini, pensé comme tel ou seulement vécu en acte, un privé. Un privé désormais distinct d'un public est devenu clairement identifiable. Pour reprendre la formule d'Isaiah Berlin, il s'agit d'une liberté négative, soit celle de ne pas être entravé dans sa vie par l'ingérence de l'État. Avec l'avènement du libéralisme, ce privé clairement identifiable va se cristalliser autour de l'individu. Au plan idéologique, la montée en puissance du libéralisme a mené à une valorisation des notions d'individualisme, de droit individuel et de propriété privée, creusant davantage le fossé entre l'individu et l'espace public. Ainsi, de l'Antiquité au monde moderne, il y a eu transformation du concept de vie privée. L'évolution historique de la vie privée fut guidée par un souci croissant de valorisation et de protection de la liberté et de la propriété individuelle, alors qu'elle aura été d'abord comprise comme un mode d'existence individuel défini par la privation. Deux publications de juristes américains ont particulièrement influencé l'importante réflexion philosophique sur la vie privée qui s'est développée au cours du 20e siècle. L'article Right to Privacy des juristes américains Samuel Warren et Louis Brandeis est considéré comme le premier texte à proposer une vision normative de la vie privée. Ces juristes ont constaté que les droits classiques étaient inefficaces à protéger adéquatement la vie privée au regard du développement technologique. D'où l'idée de raffiner le cadre conceptuel et de créer une nouvelle catégorie. Pour ces juristes, en raison de l'utilisation de la photographie instantanée et de la publication du journal imprimé, il était devenu nécessaire de mettre de l'avant un droit à la vie privée, un droit qui était distinct du droit à la propriété, afin de mieux protéger le droit de l'individu à exercer un certain contrôle sur la publication de ces informations. Ils ont formulé ce droit au moyen de l'expression devenue célèbre, droit d'être laissé tranquille, right to be left alone. L'article de Warren et Brandeis marque le passage d'un domaine privé
qui s'articule autour de la famille et de la maison, à un paradigme centré sur la protection de l'individu et de ses informations. Ces juristes ont jeté les bases d'un concept de la vie privée désormais connu sous le nom de vie privée informationnelle, c'est-à-dire un concept qui concerne les modalités de diffusion et de circulation des renseignements personnels. Pour le reste de la présentation, nous allons nous attarder à la vie privée informationnelle. Le professeur de droit américain Alan Westin a été un autre commentateur influent et un pionnier de la réflexion contemporaine sur la vie privée informationnelle. Pour ajuster la protection de la vie privée à la réalité marquée par les possibilités qu'offrent cette fois-ci le polygraphe et l'ordinateur pour analyser la personne et son comportement, Westin a proposé cette définition de la vie privée dans son ouvrage de 1967, Privacy and Freedom. La vie privée, donc je présente les citations en anglais, puis je vais les présenter en français. Donc, la vie privée est la revendication des individus, des groupes ou des institutions à déterminer eux-mêmes quand, comment et dans quelle mesure les informations les concernant sont communiquées à d'autres. La définition de la vie privée de Westin en tant que capacité d'une entité sociale à exercer par soi-même un contrôle sur les modalités de communication des informations la concernant renvoie, selon lui, à la notion d'autonomie. Pour Westin, et je le cite, l'autonomie que protège la vie privée est également vitale pour le développement de l'individualité et de la conscience du choix individuel dans la vie. L'autonomie, pour Westin, est la principale valeur qui justifie la protection de la vie privée. Les préoccupations juridiques sur le mode opératoire du droit à la vie privée, en raison de l'apparition de nouvelles technologies, ont stimulé l'intérêt philosophique pour la vie privée. En particulier, dans la deuxième moitié du 20e siècle, plusieurs philosophes se sont intéressés à cette catégorie de droits mise en lumière et ont cherché à mieux définir et justifier la vie privée et les valeurs pouvant justifier sa protection. Pour certains, la protection de la vie privée est une valeur en soi. Elle est bonne, souhaitable en elle-même et pour elle-même. Pour d'autres, la vie privée possède une valeur extrinsèque ou instrumentale, c'est-à-dire qu'elle est désirable dans la mesure où elle permet d'atteindre d'autres valeurs. Parmi les valeurs extrinsèques mises de l'avant, il y a principalement l'autonomie, mais également la dignité humaine, l'intimité et les relations interpersonnelles. Certains ont formulé des critiques à l'égard du droit à la vie privée, notamment en soutenant qu'il s'agit d'un droit qui peut simplement être réductible et pris en charge par d'autres droits. Même s'il a été difficile pour les philosophes de parvenir à une définition claire du droit à la vie privée et des valeurs justifiant sa protection, il y a un consensus sur le fait que la vie privée informationnelle concerne un individu, que le droit à la vie privée est un droit individuel et que sa protection est fondamentalement justifiée par les intérêts individuels qu'elle protège. Je propose de nommer cette approche l'approche individuelle du droit à la vie privée. Suivant cette approche, la protection de la vie privée consiste à fournir aux individus un ensemble de mesures leur permettant de prendre des décisions sur la manière de gérer leurs données, principalement des mesures concernant les notifications, l'accès, le consentement à la collecte, l'utilisation ou la divulgation des données à caractère personnel. C'est le cas des lois de protection de la vie privée au Canada, notamment, et du RGPD européen. En quelque sorte, l'objectif des mesures de protection de la vie privée est de permettre aux personnes de contrôler les données personnelles en décidant elles-mêmes comment évaluer les coûts et les avantages de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de leurs informations. Cette approche s'appuie sur une notion philosophique d'autonomie dont les influences peuvent être tracées chez Kant, soit la capacité de l'individu à se gouverner soi-même selon ses propres règles. Je souhaite maintenant démontrer que cette approche individuelle du droit à la vie privée ne suffit plus pour protéger adéquatement la vie privée au regard des risques que présentent les inférences algorithmiques. Ces inférences font notamment obstacle à l'exercice de l'autonomie individuelle pour la bonne gestion des renseignements personnels. De la même manière que les changements technologiques ont nécessité un ajustement dans notre compréhension du droit à la vie privée au cours du 20e siècle, je soutiendrai que les changements opérés par les inférences algorithmiques nécessitent de repenser le droit à la vie privée et sa protection.
Pour y arriver, permettez-moi de présenter d'abord quelques définitions techniques sur les inférences algorithmiques. Alors d'abord, quelques mots sur l'exploration de données. L'exploration de données est souvent décrite comme la découverte des connaissances dans les données. C'est un processus de recherche et d'analyse qui permet de trouver des corrélations cachées ou des informations nouvelles dans des bases de données ou parmi des données massives. On dit que ces corrélations sont cachées au sens où les algorithmes vont passer au crible des tonnes de données issues d'activités passées et révéler des tendances ou des modèles qui ne sautent pas forcément aux yeux au premier abord, voire qui seraient même indétectables par l'humain seul ou en faisant usage d'outils d'analyse statistique plus conventionnels. La corrélation, elle, renvoie à la liaison entre les données quantitatives ou qualitatives mises en évidence par une analyse statistique. L'analyse prédictive s'appuie sur l'exploration des données, mais elle vise un résultat plus prospectif et anticipatoire. Alors que l'exploration des données recherche des corrélations et des schémas à partir de données accumulées jusqu'à maintenant, l'analyse prédictive tente d'approfondir les connaissances tirées de ces données pour en anticiper la signification et formuler des prédictions quant à l'avenir. Les nouvelles connaissances tirées des données au moyen de l'exploration des données et de l'analyse prédictive sont appelées inférences. On infère de nouvelles informations à partir des données analysées. À strictement parler, dans le contexte informatique, l'inférence est une opération qui permet de produire de nouvelles propositions à partir d'autres propositions tenues pour acquises. Le concept d'inférence est utilisé pour désigner à la fois cette opération statistique, on parle alors d'analyse inférentielle, et à la fois les informations obtenues par cette opération, on parle aussi de prédiction. Donc, il y a un double sens là, aux notions d'inférence. Bien sûr, l'exploration de données et l'analyse prédictive ne sont pas des outils nouveaux. Ils sont utilisés depuis longtemps dans divers secteurs, par exemple pour prédire les tendances saisonnières dans les ventes de magasins, détecter les fraudes bancaires ou encore pour prédire les indicateurs liés au développement d'une maladie. Ce qu'il y a de nouveau toutefois, c'est le recours à ces outils pour inférer des attributs personnels et pour prédire le comportement humain à partir de données produites en continu sur Internet ou contenues dans diverses banques de données publiques ou privées. Plusieurs recherches démontrent que ces outils peuvent servir à inférer des informations privées et sensibles à partir d'une quantité de données qui sont anodines lorsque prises isolément, mais qui, par recoupement avec d'autres données, révèlent les opinions politiques, les croyances religieuses, l'orientation sexuelle, le mode de vie, l'état de santé ou plus généralement les traits de personnalité. L'algorithme de prédiction de grossesse développé par la compagnie Target, que vous avez déjà peut-être entendu parler, c'est un exemple classique souvent présenté pour illustrer les risques que les inférences algorithmiques présentent pour le droit à la vie privée. Alors, je vous présente rapidement. Une équipe d'employés de Target est parvenue à partir d'une grande quantité de données, des données qui ont été recueillies sur l'historique d'achat des clients, des clientes dans ce cas-ci, bien sûr, registres de bébés, données publiques, données obtenues auprès de courtiers en données, etc. Et l'équipe est parvenue à établir des corrélations avec le fait d'être enceinte et l'achat de certains produits. 25 produits ont été identifiés comme des indicateurs de grossesse sur la base de l'exploration de données. À partir du modèle caractéristique d'achat d'une femme enceinte établi, un algorithme prédictif a été développé pour prédire avec un haut taux de probabilité qu'une femme est devenue enceinte. Notamment, un père de Minneapolis aux États-Unis a appris par surprise que sa jeune fille était enceinte après que l'algorithme développé par Target ait réussi à inférer que celle-ci est enceinte et que la jeune fille en question ait reçu à la maison de la publicité pour femmes enceintes. Le chercheur en psychologie de l'université Stanford, Michael Kosinski, est célèbre pour l'utilisation de l'analyse prédictive afin de révéler des informations personnelles. Dans un article, il explique avoir réussi sur la base des j'aime, les likes, qui sont publiés sur Facebook. Donc, il a réussi à inférer avec un haut taux de précision
un certain nombre d'attributs personnels sensibles, la race, les opinions politiques, les convictions religieuses, l'orientation sexuelle. Dans un autre article plus récent, il prétend avoir conçu un algorithme prédictif capable de déterminer avec un haut taux de succès si une personne est homosexuelle ou non à partir d'images de la personne. Dans un article publié au début de 2021, Kosinski affirme avoir développé un algorithme d'analyse faciale qui peut inférer si une personne est conservatrice ou libérale à partir des traits de son visage. Ainsi, il est de plus en plus possible de faire émerger des informations sensibles sur les personnes, préférences, émotions, opinions politiques, convictions religieuses, état de santé, à partir d'une vaste quantité de données qui semblent banales lorsque prises séparément. Il semble même possible d'y parvenir au moyen de l'analyse faciale. Je crois qu'on peut contester les résultats, mais il y a quelque chose, nous dit Kosinski, qui est en émergence et qui va se développer et devenir de plus en plus possible ou efficace avec le développement de la technologie. Bref, avec les inférences algorithmiques, les préoccupations pour la vie privée ne sont plus seulement celles du partage des renseignements personnels, mais concernent plutôt la manière dont les nouvelles informations personnelles sont produites ou générées par d'autres personnes ou par des organisations à propos de nous. L'astuce de l'analyse prédictive est de parvenir à fusionner des détails apparemment insignifiants de la vie d'une personne pour en former un tout cohérent et un tout qui est plus grand que la somme des parties. L'image du casse-tête me semble appropriée. On obtient une information lorsque les morceaux de casse-tête, qui sont insignifiants lorsque pris séparément, sont mis ensemble. Ainsi, les inférences algorithmiques ne représentent pas seulement un changement au niveau quantitatif, c'est-à-dire plus de données personnelles collectées plus rapidement, conservées plus longuement, mais surtout, me semble-t-il, un changement au niveau qualitatif. Les inférences algorithmiques constituent en effet un nouveau mode d'acquisition des renseignements sur les personnes. Certains spécialistes parlent aussi de changement épistémique, de rupture technologique pour décrire ce phénomène. Dans ses travaux sur la gouvernementalité algorithmique, la juriste et philosophe belge Antoinette Rouvois parle même d'un nouveau régime de vérité. Ainsi que le souligne le spécialiste Jens-Erik May, l'accent est donc déplacé, donc je le cite, l'accent est donc déplacé de la préoccupation de révéler aux autres des informations sur soi-même à la préoccupation des nouvelles connaissances que les autres peuvent générer sur la base des données déjà disponibles. Pour reprendre les mots du professeur américain Blanky, donc je le cite en français, les inférences tirées des données personnelles sont devenues de plus en plus menaçantes pour la vie privée des individus que la vaste collecte et le stockage des données elles-mêmes. Les inférences algorithmiques peuvent être utilisées pour des fins relativement banales, comme l'amélioration de produits ou la publicité ciblée. Ces inférences peuvent toutefois servir des intentions plus malveillantes. À cet effet, plusieurs auteurs expriment leurs craintes relativement au risque de biais, de profilage, de discrimination, de manipulation des opinions ou des comportements qu'engendre cette connaissance émergente et dénoncent le contrôle qui peut être exercé sur la vie des personnes au moyen de ces inférences, de ces informations obtenues. Je souhaite maintenant expliquer en quoi les inférences algorithmiques révèlent les limites de ce qu'on a appelé précédemment l'approche individuelle pour la protection de la vie privée et représentent aussi un obstacle à l'autonomie de la personne pour la gestion des informations la concernant. Ce n'est pas nouveau. Plusieurs spécialistes ont déjà insisté sur les difficultés du consentement libre et éclairé dans le contexte des données collectées sur Internet, notamment en raison de la longueur et de la complexité des clauses de consentement. Alors, le point ici, c'est que les inférences algorithmiques ajoutent des difficultés supplémentaires qui leur sont propres pour le consentement, principalement en raison de ce qu'il est possible d'appeler le problème de l'agrégation. Même si nous supposons que les gens prennent des décisions rationnelles sur la collecte de leurs données
ils auraient inévitablement beaucoup de mal à prendre en compte la manière dont leurs données peuvent être inférées et ce qui peut être fait avec ces données. Supposons qu'une personne fournit une donnée anodine à un moment X, dans un contexte X, qui le justifie, en pensant qu'elle ne révèle rien de sensible. À un autre moment Y, dans un autre contexte Y, la personne révèle des informations tout aussi peu sensibles. De manière inattendue, ces données pourraient toutefois être combinées et analysées ultérieurement pour révéler des faits sensibles Z sur la personne. La personne n'a toutefois jamais divulgué ces faits inattendus et sensibles et n'a probablement jamais pensé qu'ils puissent être découverts et ne le sera peut-être jamais. Ce qui est d'autant plus complexe, c'est qu'il n'y a pas seulement quelques données disponibles sur les personnes dans le monde réel, mais des milliers de données. En fait, le problème de l'agrégation révèle, semble-t-il, deux principales difficultés pour le consentement. D'abord, sur le plan temporel, le problème de l'agrégation montre que la protection de la vie privée est une question de gestion de l'information à long terme, alors que la plupart des décisions quant au consentement sont liées à des avantages ou à des désavantages à court terme et dans un contexte précis. Dans le contexte où la technologie évolue rapidement, il est très difficile d'évaluer si la divulgation d'une information combinée à d'autres données pourrait révéler un jour ou l'autre quelque chose de sensible. Ensuite, sur le plan structurel, le problème de l'agrégation montre que l'impact pour le droit à la vie privée ne peut pas être convenablement évalué au moment de la collecte des informations. Dans le contexte des inférences algorithmiques, c'est plutôt l'utilisation, c'est-à-dire ce qu'on fait émerger comme information et ce qu'on en fait, qui est problématique. Le problème de l'agrégation porte un dur coup à cet idéal d'autonomie, selon lequel l'individu serait capable d'exercer un contrôle significatif sur les données sensibles le concernant. Les inférences permettent de contourner le consentement de l'individu, étant donné qu'il est possible d'accéder à des informations sensibles le concernant sans que celui-ci ait accepté de les partager, et sans même que l'individu soit au courant de l'obtention de ces informations. Surtout, et rappelons que ces informations peuvent être utilisées pour prendre des décisions à propos de la personne. Les inférences algorithmiques limitent la capacité de l'individu à exercer un contrôle significatif sur les données sensibles concernant. J'aimerais ajouter que les inférences algorithmiques, en plus de porter un dur coup à la capacité des individus de gérer de façon autonome leurs données personnelles, font éclater la distinction établie historiquement entre la sphère privée et la sphère publique, entre les affaires de l'individu et les affaires collectives. En effet, force est de reconnaître qu'à l'ère des inférences algorithmiques, les informations révélées par les personnes peuvent avoir un impact sur la vie d'autres personnes, et ce, de manière inédite. Premièrement, en raison d'une possibilité d'association explicite, c'est-à-dire de la possibilité d'obtenir des informations sur une personne à partir de l'analyse des données tirées des relations significatives ou reconnues de la personne. En effet, des recherches ont démontré qu'il est possible d'inférer des attributs personnels sur une personne en se basant seulement sur les informations divulguées par les amis de cette personne sur les réseaux sociaux. En particulier, une étude a démontré que le programme d'études, l'année d'obtention du diplôme et la résidence universitaire de personnes peuvent être inférées à partir de ce que les amis ont publié. Dans une autre étude, les recherches ont montré que l'homosexualité peut être révélée avec une certaine fiabilité à partir des interactions entretenues avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, en raison d'une possibilité d'association implicite, c'est-à-dire de la possibilité d'obtenir des informations sur une personne à partir de l'analyse des données tirées d'un groupe de personnes qui ne sont pas en lien avec cette personne, mais qui partagent certaines similitudes. En effet, on peut maintenant tirer des conclusions sur une population entière à partir des informations divulguées sur une petite fraction de cette population. Reprenons l'exemple de Target. Target n'a pas inféré la probabilité qu'une femme soit enceinte en examinant les traces numériques qu'elle a laissées sur Internet ou en scrutant les données de son groupe d'amis, mais a plutôt développé son algorithme de prédiction sur la base de corrélation entre les achats et la grossesse d'une petite partie de ses clientes.
le modèle caractéristique d'achat d'une femme enceinte a été développé indépendamment de la personne à qui il est ensuite appliqué. Également, il est possible d'inférer des attributs personnels à partir de l'analyse d'un visage, en ayant développé un modèle algorithmique qui est entraîné à partir de données partagées par d'autres personnes. Même dans l'éventualité où le modèle est créé à partir de renseignements qui furent partagés volontairement et en toute connaissance de cause par certaines personnes, la connaissance toute faite qu'il véhicule pourra être superposée à de nouvelles personnes et faire émerger des informations personnelles qu'elles n'ont pas consenties au partage. Ainsi que le formulent les chercheurs Boursier et Philippi, désormais, les données sont de plus en plus interconnectées, mais aussi interdépendantes. Elles se renseignent mutuellement pour créer un jeu de données personnelles ou collectives. Les chercheurs Borakas et Nissenbaum expliquent pour sa part ou avancent même que non seulement c'est la tyrannie de la minorité, mais c'est un choix imposé à la majorité par une minorité avec laquelle elle n'a pas de relation significative ou reconnue. Devant ce constat que les données personnelles sont de plus en plus interdépendantes, plusieurs acteurs ont souligné l'importance d'une prise en charge plus collective de la protection de la vie privée. Selon la Commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique d'Alisten, communément appelée CERNA, il s'agit plus largement d'être conscient que l'apprentissage machine contribue à déplacer le consentement du niveau individuel de l'usage de ces données personnelles à un niveau collectif du consentement à ce que des systèmes informatiques puissent servir à orienter la société à partir de l'orientation globale de cette société. Le comité consultatif de la Convention pour la protection des personnes explique pour sa part que la complexité et l'opacité des algorithmes utilisant des mégadonnées devraient donc inciter ceux chargés d'éditer des règles à considérer que la notion de contrôle ne se limite pas à un simple contrôle individuel. Ils devraient adopter une conception plus large du contrôle, de l'utilisation des données, en vertu duquel le contrôle individuel évolue à un processus plus complexe d'évaluation sous plusieurs aspects des risques liés à l'utilisation des données. Les juristes Pascal et Citron soutiennent pour leur part qu'en tant que société, nous avons des engagements pour protéger les consommateurs contre les préjudices graves qu'ils n'ont pas les moyens d'empêcher. Récemment, des philosophes se sont intéressés à la dimension collective de la vie privée. Dans l'anthologie Social Dimensions of Privacy, publiée en 2015, les auteurs soutiennent que la reconnaissance des dimensions collectives de la vie privée devrait jouer un rôle central dans la façon dont nous comprenons la vie privée et dont nous abordons les controverses actuelles sur la vie privée. Parmi les principaux penseurs qui défendent ce point de vue, mentionnons Reagan, Daniel Solov, Nissenbaum, Allen, Lever, etc. Pour reprendre les mots de Reagan, bien que la pensée dominante dans les écrits des communautés juridiques et philosophiques sur la vie privée se soit concentrée sur la nature libérale et les droits individuels de la vie privée, un groupe de philosophes a commencé à considérer une valeur sociale plus large de la vie privée. Toutefois, ces réflexions demeurent à un stade embryonnaire et la protection du droit à la vie privée n'a pas été formulée d'une manière systématique jusqu'à maintenant. Pour situer simplement, simplifier un peu les choses, mais on peut identifier deux approches opposées quant à la protection de la vie privée. Une approche plutôt libérale, centrée sur la maximisation des libertés individuelles. Selon cette approche, il revient à l'individu d'exercer un contrôle sur les informations le concernant et qu'il souhaite séparer de la sphère publique. Le consentement est le moyen privilégié pour exercer ce contrôle. C'est l'approche majoritairement adoptée de nos jours pour la protection de la vie privée dans les grandes lois et déclarations. Une approche plutôt républicaine reconnaît que les données, même si elles relèvent plutôt de la sphère privée, deviennent par leur mise en commun, par leur analyse, les composantes d'un réseau d'informations utiles ou nuisibles à l'intérêt général. Selon cette approche, les données devraient être gérées en vertu de cet intérêt général-là. Certains penseurs proposent même de considérer que certaines données, notamment les données de santé,
devrait être considéré comme un bien collectif. Ces approches en tension montrent ce qui est au cœur du débat, soit l'évolution du rapport entre l'individuel et le collectif, entre l'autonomie accrue de chacun et la protection que requiert l'utilisation des données massives, et en particulier en raison des possibilités d'inférence algorithmique. Dans le cadre de mon projet de thèse de doctorat, je souhaite proposer un point d'équilibre entre les deux approches mentionnées, soit une forme d'autonomie interactive et relationnelle dans laquelle la personne gère ses données, mais est intégrée dans une collectivité qui met en œuvre une certaine forme de protection collective susceptible d'évolution et qui la protège. Les progrès de l'une appellent le renforcement de la seconde. Cette conception se fonde aussi sur la nature dynamique et interdépendante des données et tient compte des risques et des avantages que représentent les inférences algorithmiques pour les individus de l'ensemble de la société, et non pas pris séparément. Les risques que représentent ces inférences concernent de fait plus largement tous les individus. Pour illustrer le modèle que je souhaite développer, permettez-moi de me servir par analogie du modèle en vigueur pour protéger le droit d'auteur. Certes, le droit d'auteur est un droit individuel et se justifie par des intérêts individuels. Mais sur le plan pratique, il serait difficile, voire impossible, pour l'individu de veiller à ce que ses œuvres soient correctement utilisées. Une gestion collective s'ajoute au droit individuel et permet une protection plus efficace du droit d'auteur. Il existe, de fait, des avantages sur le plan collectif à ce que le droit d'auteur de l'ensemble des individus soit protégé. Une gestion collective du droit d'auteur interdit certaines utilisations, tout en permettant certaines autres utilisations. Par exemple, l'utilisation d'œuvres dans un contexte pédagogique ou lorsque l'œuvre a été versée dans le domaine public après un certain nombre d'années. De la même manière, je propose que tout en reconnaissant que le droit à la vie privée est un droit individuel et qu'il revient à l'individu d'exercer un contrôle sur ses données, bien qu'une dimension collective soit ajoutée à la protection de la vie privée. Un premier niveau de protection consisterait en une série de restrictions au recoupement de données, même anonymes, qui, combinées aux autres données, mèneraient à des inférences sensibles et qui ne seraient pas acceptables. Un deuxième niveau pourrait faciliter l'utilisation de certaines données à certaines conditions au nom d'un principe comme l'intérêt général. Bref, identifier à un niveau supra-individuel des utilisations d'inférences à limiter pour tout individu, donc des zones interdites, et permettre des utilisations d'inférences souhaitables pour la société, en déterminant ou en prenant en considération les finalités qui sont poursuivies. D'ailleurs, mentionnons que le Canada a déjà adopté la loi sur la non-discrimination génétique. Le législateur a jugé bon d'intervenir pour baliser l'utilisation des renseignements génétiques personnels plutôt que de s'en remettre qu'au contrôle complet de l'individu sur ces données. Cette proposition permettrait de répondre au problème de l'agrégation et du contrôle individuel des données dont nous avons parlé. Cela permettrait de déplacer le point focal de la collecte vers l'utilisation des données. Cela permettrait d'atténuer ce que plusieurs dénoncent comme l'asymétrie de pouvoir entre le pouvoir limité que l'individu peut exercer et le pouvoir plus grand que les organisations ont, et les organisations qui utilisent les données. Qui plus est, cette proposition semble compatible avec les intérêts des individus quant à leur vie privée. En effet, Daniel Solove, professeur de droit à l'Université George Washington et bien connu pour ses travaux sur la vie privée, explique que, donc je vais le citer en français, en substance, que de nombreuses personnes souhaitent en matière de vie privée, c'est que leurs données soient collectées, utilisées et divulguées d'une manière qui leur soit profitable ou qui profite à la société sans leur porter préjudice individuellement. Si les gens ont une objection à certaines utilisations des données, ils veulent avoir le droit de dire non. Mais beaucoup de gens ne veulent pas faire de la micro-gestion de leur vie privée. Ils veulent savoir que quelqu'un veille à leur vie privée et qu'ils seront protégés contre les utilisations préjudiciables. Hélène Nissenbaum, philosophe et professeur à l'Université Cornell Tech, avance essentiellement la même idée avec sa formule souvent reprise que ce que les gens souhaitent, ce n'est pas de restreindre le flot d'informations les concernant, mais que ce flot-là fonctionne d'une manière appropriée. L'analogie utilisée par Daniel Solove est intéressante. De la même manière que les gens souhaitent pouvoir choisir les aliments ou les produits qu'ils achètent tout en souhaitant que ces aliments ou ces produits répondent à certains paramètres raisonnables
de fraîcheur et de sécurité, paramètres qui auront été gérés à un niveau collectif. Et de la même manière, les gens souhaiteraient pouvoir exercer leur contrôle sur les données personnelles, tout en souhaitant que l'utilisation des données réponde à certains paramètres raisonnables qui auront été gérés à un niveau collectif. Pour cela, il est clair, et je le cite, que ce qu'il faut, c'est que la loi pèse et donne des indications sur les types de nouvelles utilisations au moment où elles sont proposées. Certaines devraient peut-être être carrément limitées, d'autres devraient être restreintes, d'autres devraient nécessiter un nouveau consentement, d'autres devraient être autorisées, mais avec un droit de révocation du consentement, d'autres devraient peut-être aussi être autorisées sans nouveau consentement. Sandra Wachter, qui est professeure à l'Université d'Oxford, ajoute pour sa part, et je la cite, « Nous devons nous concentrer davantage sur la manière dont les données sont traitées, sur les raisons pour lesquelles elles le sont et sur leur finalité, et travailler sur des normes d'analyse inférentielle, telles que la déduction d'opinion politique ou de l'état de santé mentale à partir du comportement de navigation, normes qui soient solides et socialement acceptables. » Par exemple, l'inférence d'attributs personnels ou d'états mentaux intérieurs, comme l'orientation sexuelle, l'état dépressif, les opinions politiques, ne devrait-elle pas être interdite ou du moins limitée? Si oui, au nom de quoi? Qu'est-ce qu'il justifie? Pour certains contextes seulement? Autre exemple, des banques de données personnelles ne pourraient-elles pas être utilisées sans le consentement des gens pour des inférences qui seraient utiles dans le cadre de recherche universitaire? Prenons l'exemple du cancer, des recherches sur le cancer du sein. Si oui, qu'est-ce qui le justifie? L'intérêt général ou un autre principe? Et comment elle le concilie avec l'autonomie? Et à quelles conditions? Ce travail sur les normes d'analyse inférentielle reste à faire. Il nécessite une réflexion philosophique fondamentale sur les valeurs, les principes et les concepts en jeu, notamment les concepts d'intérêt général et de données personnelles, etc., qui doivent être analysés au regard des inférences à être revues. La définition du droit à la vie privée dans ses dimensions individuelles et collectives doit être précisée, de même que la distinction entre le droit à la vie privée et les autres droits. L'exemple souvent donné du scandale Cambridge Analytica est présenté comme un exemple qui illustre l'importance de la vie privée pour la qualité de la vie démocratique. Il n'est toutefois pas si évident ce qui, dans cet exemple, relève du droit à la vie privée, d'autres droits ou de simplement de l'usage convenable de données. L'analyse sur les normes inférentielles devra bien sûr tenir compte du contexte. À cet égard, je souhaite examiner de plus près la théorie de l'intégrité contextuelle d'Hélène Nissenbaum. Cette théorie repose sur la prémisse que les attentes en matière de vie privée varient d'un contexte à l'autre en fonction de ce que Nissenbaum appelle des normes d'information contextuelle. Ce sont ces normes qui permettent de déterminer s'il existe un flux d'informations approprié. Et donc, selon Nissenbaum, s'il y a ou non atteinte à la vie privée. Le critère de ce qu'une personne raisonnable accepterait dans les circonstances serait également à considérer. Je prendrai en considération les réflexions déjà amorcées, notamment par les philosophes qui se sont intéressés, comme on l'a vu tantôt, à la dimension collective de la vie privée et les travaux de spécialistes, notamment par les chercheurs de l'OBVIA et du laboratoire de cyberjustice, en particulier ou notamment le document produit par Pierre-Luc Desiel, Karim Benyekiev et Ève Gaumont. Les grandes déclarations éthiques, notamment la Déclaration de Montréal, seront des références précieuses pour réfléchir aux valeurs et aux principes de référence. En terminant, je souhaite rappeler que si la distinction entre la sphère privée et la sphère publique ne définit pas en soi la notion de vie privée, elle a servi de fondement pour comprendre la vie privée, en opposant progressivement l'une et l'autre. Il importe d'ajouter que la dichotomie entre la sphère privée et la sphère publique est source de confusion dans le contexte actuel. Dans notre société d'information, les gens sont assis chez eux, connectés à un réseau Internet public, communiquant avec des amis privés, utilisant des sites publics, échangeant des informations privées stockées sur des serveurs publics. La distinction entre ce qui est fait dans la sphère privée et ce qui est fait dans la sphère publique devient presque impossible à faire tant du point de vue technologique que du point de vue humain. D'ailleurs, nous avons déjà mentionné les recherches du psychologue Michal Kosinski qui prétend inférer des informations personnelles à partir de données sur les réseaux sociaux.
données qui ont été considérées comme étant publiquement publiées. Dans le cadre de cette présentation, j'ai voulu montrer qu'à l'ère des inférences algorithmiques, la protection de la vie privée ne peut plus être pensée en termes exclusivement individuels. J'ai tenté d'expliquer pourquoi il importe de penser la protection de la vie privée au-delà de l'opposition entre le privé et le public, entre l'individuel et le collectif. J'ai formulé un début de proposition pour penser la dimension collective de la vie privée pour organiser sa protection. Si les défis technologiques ont stimulé la réflexion philosophique sur la vie privée et sa protection au milieu du 20e siècle, il est maintenant temps, en raison des risques soulevés par les inférences algorithmiques, de repenser philosophiquement la vie privée et sa protection. Ces questions interpellent l'éthique, cette branche de la philosophie qui s'intéresse à ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire sur le plan de la conduite de vie individuelle et collective. Une réflexion éthique est donc fondamentale pour encadrer l'utilisation responsable des données individuelles et au point de vue collectif. Je souhaite, bien humblement et dans une certaine mesure, y contribuer par mes recherches au doctorat. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.